J'ai toujours été fasciné par l'océan et ses profondeurs. Mais c'est aussi un environnement terrifiant et particulièrement dangereux. Dans cette vidéo, on va parler des pires tragédies et accidents qui se sont déroulés sous la surface. Alors préparez votre matériel et plongez avec moi pour découvrir les pires incidents des profondeurs. Paria Diving Disaster. Le 25 février 2022, 5 plongeurs de l'entreprise LMCS sont engagés pour une mission de maintenance près de Pointe-à-Pierre, dans l'état de Trinité et Tobago. Leur client, c'est Paria Fuel Trading Company, une compagnie pétrolière publique. L'objectif, c'est de réaliser une réparation sur un pipeline sous-marin servant à pomper du pétrole brut jusqu'à une raffinerie. Pour ce faire, ils installent une chambre de maintenance au-dessus de l'entrée du tuyau pour pouvoir travailler au sec. Le tuyau était scellé par un gigantesque bouchon, mais personne ne les a prévenus de l'énorme différence de pression entre la chambre hyperbare et l'intérieur du tuyau. Pour mener à bien la réparation, un des plongeurs retire le bouchon et l'opération tourne au cauchemar. En quelques secondes, la différence de pression crée un vortex surpuissant qui aspire des trompes d'eau et les 5 plongeurs dans le tuyau. Les 5 plongeurs sont projetés sur une distance de 220 mètres dans le pipeline, avant d'être coincés au niveau d'un endroit avec une bulle d'air leur permettant de respirer. Ils sont pris au piège dans un tuyau d'à peine 76 cm de diamètre, à moitié rempli d'eau et de pétrole, dans une obscurité totale. Ils vont tenter plusieurs actions collectives pour sortir de cet enfer, mais l'eau les empêche d'avancer. L'un des plongeurs, Christopher Boudram, décide de tenter de nager jusqu'à la sortie pour ramener des secours. Il s'enfonce dans le pipeline sans savoir où il va, espérant trouver une autre poche d'air qui lui permettrait de continuer. Par chance, il trouve du matériel de plongée et une bouteille d'oxygène lui permettant de pouvoir avancer sous l'eau. Après 2 heures de combat acharné, Christopher réussit à atteindre l'entrée du tuyau. Il crie et tape de toutes ses forces contre la paroi, jusqu'à ce qu'un employé de la compagnie vienne le sortir de là. Épuisé, il explique la situation et l'endroit où sont bloqués ses amis. Ils sont en vie, mais très mal en point. L'air contenu dans la poche s'épuise dangereusement. Il faut agir vite. Mais la Paria Fuel Trading Company refuse d'envoyer des secours, sous prétexte que c'était trop dangereux et qu'il fallait absolument éviter un suraccident. Les secours ont finalement effectué quelques timides tentatives qui échouent lamentablement. Ils effectuent une dernière tentative en envoyant un robot de l'autre côté du pipeline. Ça aura pour conséquence de déplacer des grandes masses d'eau et surtout de faire baisser la pression à l'intérieur du tuyau. Et c'est probablement cette décompression trop rapide qui aura achevé les derniers hommes encore en vie. Christopher Boudram est le seul survivant de ce cauchemar éveillé. Kazim Ali, Youssouf Henry, Fizal Kurban et Rishi Nagassar perdent la vie dans d'atroces souffrances. Une fois les corps remontés, un rapport d'autopsie révélera comment un des plongeurs aura survécu plus de 15 heures bloqué dans le tuyau. Une commission d'enquête a qualifié les agissements de la Paria Fuel Trading Company de négligence grave constitutive d'un crime et recommande des poursuites judiciaires pour homicide involontaire. En septembre 2024, 2 managers de Paria et 1 de LMCS ont été mis en accusation. Mais 2 ans après l'incident, il n'y a eu pour l'instant aucune condamnation ni aucune compensation pour la famille des victimes. Harrison Okene. Le 29 mai 2013, le plongeur Nicolas Van Erden et 2 de ses collègues partent en mission. Quelques jours plus tôt, un navire a coulé au fond de l'océan Atlantique. L'objectif est de remonter les cadavres pour remettre les dépouilles aux familles. Mais alors qu'il nage dans l'épave à 30 mètres de profondeur, une main agrippe soudainement son bras. Revenons un peu en arrière.
Harrison Okene est un cuisinier nigérian. Depuis 2010, il exerce son métier sur différents navires. Il est bien mieux payé que sur la terre ferme et comparé aux centaines de clients qu'il devait servir dans l'hôtel où il travaillait auparavant, faire à manger pour une douzaine de membres d'équipage lui semble beaucoup plus tranquille. En 2013, à l'âge de 29 ans, il est engagé sur le Jackson 4, un remorqueur affrété au forage pétrolier de la région. Il n'a jamais mis les pieds sur ce bateau, mais il connaît déjà les membres de l'équipage. Quelques jours après le début de sa mission, le navire reçoit l'ordre de stabiliser un navire-citerne à une plateforme pétrolière au milieu d'une mer agitée par la tempête. Le 26 mai 2013, Harrison se réveille et part faire un tour aux toilettes. Mais alors qu'il est assis tranquillement sur la cuvette, il se retrouve soudainement la tête à l'envers. Une vague gigantesque a retourné le navire et l'embarcation s'enfonce dans les profondeurs de l'océan. L'électricité se coupe. Harrison est plongé dans le noir et sort de la cabine en panique. Dans le couloir, il croise deux de ses collègues essayant d'ouvrir une porte étanche. Il essaye de leur venir en aide, mais au même moment, de l'eau s'engouffre rapidement dans le bateau. Harrison remonte alors le courant à l'aveugle, essayant de s'accrocher à tout ce qu'il pouvait pour ne pas se faire emporter par la violence des torrents d'eau qui arrivent de tous les côtés. Mais c'est peine perdue, il est projeté violemment dans une pièce. Par chance, une petite poche d'air s'est formée en haut de la cabine, ce qui lui permet de pouvoir garder la tête hors de l'eau et respirer. Bloqué dans cet endroit, dans le noir total, Harrison entend ses collègues agoniser, bloqués dans des poches d'air trop petites. Il essaye plusieurs fois de quitter l'épave, mais il ne trouve aucune sortie. Pendant une de ses excursions, il voit quelque chose flotter au-dessus de lui. Il essaye de s'y accrocher avant de se rendre compte que c'était le corps sans vie d'un de ses amis. Il retourne dans la cabine, terrifié et résigné. Il repère une canette de coca et une boîte de sardines qui lui permet de se nourrir. Harrison pense à sa famille, à sa mort imminente, alors que des crustacés commencent à grignoter ses jambes. Isolé, dans l'obscurité totale, il prie du lever au coucher du soleil, jour après jour. À la surface, une équipe de plongeurs néerlandais est missionnée pour récupérer les dépouilles pour permettre aux familles de pouvoir les enterrer. 3 jours après le naufrage, Nicolas Van Herden et ses collègues pénètrent dans l'épave. Alors que sa réserve d'air est quasiment épuisée, Harrison entend des plongeurs. Il tape de toutes ses forces contre la paroi, mais personne ne l'entend. Tous ses espoirs s'envolent. Il n'a plus la force de tenir. Mais alors qu'il allait abandonner, il voit une lueur dans l'eau. Il se précipite vers la lueur et saisit la main du plongeur. Ceiling, yeah? Okay. What's that? Okay. All right, you found one, yeah? He's alive. Okay, keep him there. Nicolas Van Herden dira plus tard que c'était le moment le plus terrifiant de sa vie. Imagine ta mission c'est de récupérer des cadavres et d'un coup, ça te chope la main à 30 mètres de profondeur. Il y a de quoi faire 18 crises cardiaques. Mais l'adrénaline reprend rapidement le pas sur la peur. Il faut sauver cet homme, et c'est pas gagné. Harrison a passé plus de 60 heures à 30 mètres de profondeur. S'il remonte d'un coup sans suivre les paliers de décompression, il ne survivra pas. Les sauveteurs vont alors lui donner un masque de plongée, l'extraire de l'épave et l'emmener dans un caisson de décompression où il est resté 3 jours supplémentaires. Quand il s'est rendu compte que c'était le seul survivant, Harrison s'est mis à pleurer. Après l'enfer qu'il a subi, il a pu enfin retrouver sa famille. Harrison a tenté tant bien que mal de retrouver une vie normale. Mais 1 an plus tard, alors qu'il était en voiture sur un pont avec un ami, le véhicule tombe dans l'eau. Alors que la voiture s'enfonce sous l'eau, Harrison attrape son ami, nage vers la surface et le ramène au rivage. Après le naufrage du navire, il s'était promis de plus jamais travailler en mer. Mais là, c'est trop. Il voit ça comme un signe du destin. Il va pas passer sa vie à fuir ses peurs et ses traumatismes. Non, il va les affronter. Quelque temps plus tard, Harrison est devenu plongeur professionnel et sa vie tourne maintenant autour de l'océan. Bugaled Braise. Le 15 janvier 2004, un chalutier français nommé le Bugaled Braise navigue au large du Cap Lizard au sud-ouest de l'Angleterre.
Un chalutier, c'est un bateau de pêche qui tire derrière lui un grand filet qu'on appelle un chalut, qui lui permet d'attraper des poissons. C'est une journée comme les autres pour les 5 marins à bord. Le temps est clément et la mer est plutôt calme. Mais en quelques secondes, le navire est entraîné brutalement sous la surface. Juste avant de couler, le capitaine a eu le temps d'envoyer un SOS. Moins d'une heure après, un hélicoptère de la Royal Navy remonte 2 corps. 3 radeaux de survie sont également repérés, mais ils sont vides. Les causes de ce terrible incident sont mystérieuses et les familles exigent des réponses. Les autorités commencent à avancer des hypothèses comme une explosion interne ou une collision avec un cargo, mais ça colle pas. Un des câbles du filet de pêche a été étiré sur plus de 140 mètres. Le filet s'est donc accroché à quelque chose qui l'a violemment tiré sous la surface. Les gens vont alors commencer à faire des théories folles sur une créature gigantesque qui aurait pu entraîner le Bugalet de Braise dans les profondeurs. Mais il y a une théorie qui semble beaucoup plus probable, l'accrochage avec un sous-marin. Je sais, ça peut paraître fou, mais c'est déjà arrivé par le passé. En 1998, un sous-marin espion nord-coréen s'est coincé dans les filets de pêche d'un chalutier sud-coréen. Quand l'armée sud-coréenne ouvre la trappe de l'engin, il retrouve 9 corps. Les 5 marins auraient été assassinés par les espions avant d'eux-mêmes sauter la vie, sûrement pour ne pas révéler de secret à l'ennemi. Et justement, le 15 janvier 2004, plusieurs sous-marins patrouillaient dans la zone. Un sous-marin de l'OTAN, un néerlandais, un britannique et un allemand. Le juge d'instruction envisage également la présence d'un sous-marin inconnu venu espionner l'exercice de l'OTAN. Plus tard, on apprendra également la présence sur les lieux d'un engin américain. Après une enquête, les experts ont découvert des traces de titane sur les câbles du bateau, un matériel utilisé dans la construction de certains sous-marins. Le tribunal de Quimper du 31 juillet 2008 conclut à un accrochage avec un engin marin, confirmé en 2009 et 2010 par la Cour d'appel de Rennes et la Cour de cassation. Mais quelques temps plus tard, un autre rapport est rendu et privilégie l'accrochage avec du sable ou un rocher sur les fonds marins. Les familles entrent dans une colère noire. Pour elles, il n'y a pas de doute. Le Bugalet de Braise a bien été coulé par un engin marin et la justice française fait tout pour éviter un incident diplomatique avec un pays allié et ne pas révéler des informations classées secret défense. Le 15 janvier 2014, 10 ans après l'incident, la justice prononce un non-lieu. Non-lieu confirmé 1 an plus tard car selon eux, les éléments ne sont pas suffisants pour établir avec certitude la cause du naufrage. Les familles des victimes ont créé une association et se battent encore aujourd'hui pour connaître la vérité sur l'affaire du Bugalet de Braise. Bushman Hall. Situé en Afrique du Sud, le Bushman Hall est l'un des spots de plongée en eau douce les plus profonds du monde. La cavité atteint une profondeur impressionnante de 280 mètres. Évidemment, un tel endroit, ça attire les curieux. Le problème, c'est qu'une telle profondeur, c'est extrêmement dangereux. Si vous avez vu ma vidéo L'horreur et les mystères des profondeurs, vous connaissez l'ivresse des profondeurs. Un phénomène qui transforme les gaz contenus dans les bouteilles en narcotiques. Il se manifeste à partir de 30 mètres sous la surface. Les victimes peuvent ressentir de l'euphorie, de l'angoisse, de la terreur, des troubles de la perception, des problèmes psychomoteurs ou l'altération des facultés intellectuelles. En 1994, Deon Dreyer plonge dans le Bushman Hall, accompagné d'une association de plongée australienne. Mais à 50 mètres de profondeur, il s'évanouit. Et à cause du poids de son équipement, son corps coule jusqu'au fond de la cavité. 10 ans plus tard, en 2004, Dave Shaw, un plongeur australien, prépare une performance jamais réalisée. Il veut être le premier homme à atteindre le fond du Bushman Hall et ainsi établir le record du monde de plongée en eau douce. La plongée se déroule bien, mais à 280 mètres de profondeur, il aperçoit une silhouette. C'est le corps de Deon Dreyer. En remontant, il promet aux parents de Deon de remonter le corps de leur fils pour lui offrir une sépulture décente. Il va organiser une vaste opération de sauvetage. Le jour J, la presse ainsi que les parents de Deon Dreyer sont sur place.
Dave Shaw entame la descente avec l'équipement pour récupérer la dépouille, accompagné d'un ami nommé Don Shirley. Toute l'opération est filmée pour réaliser un documentaire. Dave atteint le fond de la cavité, alors que son collègue l'attend quelques dizaines de mètres plus haut. À 280 mètres sous la surface, à cause de l'ivresse des profondeurs, un humain est incapable de raisonner correctement ou faire face à un imprévu. Pour mettre le corps dans le sac, il a donc préparé en amont chaque mouvement qu'il doit effectuer. Mais quand il attrape le corps, quelque chose ne va pas. À cause de l'environnement extrême, la dépouille ne s'est pas décomposée correctement. Le cadavre a une texture savonneuse. Il est extrêmement visqueux et difficile à attraper. À cause des effets de la profondeur sur son cerveau, Dave panique face à cette situation imprévue. Il s'agite dans tous les sens, perd totalement ses repères et s'en mêle dans les câbles de son matériel. Son collègue Don Shirley essaye de le sauver, mais avec la pression extrême, son équipement explose. Remonté en urgence sans respecter les paliers de décompression, il survit mais gardera de graves séquelles jusqu'à la fin de sa vie. Dave Shaw, quant à lui, ne sera jamais sauvé et a perdu la vie aux côtés de la dépouille de Deon Dreyer qu'il était venu remonter à la surface. K-19. À la fin des années 50, les dirigeants soviétiques sont déterminés à rattraper le retard accumulé sur les États-Unis en matière de sous-marins nucléaires. Le 16 octobre 1957, l'URSS commence la construction du K-19. Un véritable monstre de 114 mètres de long, capable de tirer des missiles balistiques nucléaires. Mais pendant les travaux, les tragédies s'enchaînent. 10 ouvriers perdent la vie dans des incendies ou des accidents. Il y a même un mec qui a littéralement été aspiré dans les mécanismes de l'engin. Le sous-marin est lancé le 8 avril 1959. Au moment de le baptiser, le capitaine lance une bouteille de champagne sur la poupe. Elle rebondit sans se briser, signe d'un mauvais présage chez les marins. À partir de là, une légende se crée autour du K-19. Certains soviétiques pensent que le sous-marin est maudit. Le 4 juillet 1961, le K-19 opère au large du Groenland. Alors que le sous-marin se trouve en plongée, une fuite se déclenche sur le circuit primaire du réacteur nucléaire. Au lieu d'annuler l'opération, le commandant ordonne de pousser le moteur. Le problème, c'est qu'à cause de l'explosion du tuyau, il n'y a plus d'eau pour refroidir le réacteur. La température du réacteur continue à augmenter de manière incontrôlée, atteignant 800 degrés. Il risque d'exploser à tout moment. Le commandant ordonne aux équipes d'ingénieurs de fabriquer un nouveau système de refroidissement, en dérivant une partie de l'eau douce stockée à bord. Mais pour réaliser cette manœuvre, il faut être au plus près du réacteur. Mais au vu du niveau de radiation extrême, participer à cette mission revient à signer son arrêt de mort. 8 hommes se porteront volontaires. Après de longues minutes à souder le système de refroidissement de fortune, la température du réacteur baisse enfin. L'accident nucléaire est évité de justesse. L'équipe d'hommes ayant accompli la mission avec courage a été exposée à un niveau de radiation 10 fois supérieur à la dose létale. Ils souffrent déjà de violents vomissements. Leur agonie sera lente et douloureuse. Le reste de l'équipage n'est pas épargné non plus. Une partie des radiations s'est propagée dans l'ensemble du bâtiment à travers le système de ventilation. 15 autres marins succomberont aux radiations dans un délai de 2 ans. L'histoire ne s'arrête pas là. 11 ans plus tard, le 24 février 1972, un incendie se déclare alors que le K-19 est en plongée à 120 mètres de profondeur. 28 hommes perdent la vie dans les flammes. En 1990, le K-19 est enfin mis hors service après avoir enlevé la vie de nombreuses personnes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous voulez contribuer au développement de la chaîne, vous pouvez liker cette vidéo, la partager ou mettre un petit commentaire pour le référencement. Il y a du lourd qui va arriver très vite, donc si vous voulez pas louper la suite, abonnez-vous et activez la cloche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.